Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Au sommaire aujourd'hui, c'est un sujet très original, l'insertion professionnelle dans la musique de chambre. Oui, on accompagne des musiciens de haut niveau. On va en parler avec Charlotte Bartissol, directrice du Centre européen de musique de chambre Pro Quartet. Elle est notre invitée. Les entreprises s'engagent, un fonds aux initiatives locales avec ce Tour de France de la diversité, et on va en parler avec Yann Tanguy, il est le directeur délégué des Les Entreprises pour la Cité, un partenaire justement des entreprises s'engage. Le Cercle RH, un grand entretien pour mettre en valeur nos ETI et le METI, ce réseau de grandes entreprises, souvent industrielles, et on accueillera Olivier Schiller, il est le président de Septodon et le vice-président justement du METI pour parler de ces pépites françaises. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission, décloisonner les marchés cachés, bah oui, ce marché de l'emploi qui est caché. On va en parler avec Laurent Arnaud, il est le cofondateur de « Je ne suis pas un CV ». Tout est dit dans le titre de l'entreprise. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler emploi, et comme c'est un sujet très original dont nous allons parler, bien commençons par des images et de la musique. Regardez. Que ça fait du bien de démarrer avec des notes de musique, avec un quatuor à cordes. Charlotte Bartissol, merci d'être avec nous. Alors ces images, vous les connaissez bien. Oui. Elles sont issues de votre association Pro Quartet. Tout à fait, bien sûr. Vous êtes la directrice du Centre européen de musique de chambre Pro Quartet. Et si vous êtes là, c'est pas uniquement pour parler de belle musique, c'est pour parler d'insertion professionnelle de musiciens et ces musiciens à cordes et au piano, parce que vous accueillez aussi des artistes. Racontez-moi, en trio, racontez-moi l'esprit de Pro Quartet. C'est quoi? C'est de tendre la main à des musiciens, pas en herbe, talentueux, et de les faire grandir, c'est ça l'idée, hein? C'est tout à fait l'idée, et je dirais souvent quand je dois résumer Pro Quartet, ce qui est une opération compliquée, parce que c'est un énorme octopus avec beaucoup d'activités, mais dans ce cœur d'activité qui est l'insertion professionnelle, ce qu'on offre à Pro Quartet, c'est du temps. Ce temps pour émerger après des études dans les conservatoires européens les plus prestigieux. C'est les meilleurs qui sont là. C'est toujours les meilleurs. Là, on a eu des images avec le Quatuor Confluence, qui est un des jeunes quatuors français les plus merveilleux du moment, et qui a besoin encore d'un petit peu de temps pour éclore et développer un projet qui, une fois qu'il aura été abouti au bout de longues années, ils pourront se retourner et voir que ce projet, en fait, est devenu une carrière. Pour qu'on comprenne bien, on est un peu comme dans le sport de haut niveau, on détecte un talent sur le terrain et puis on va lui dire, écoute, on va grandir avec toi, on va te faire grandir. Pour faire grandir des artistes de ce niveau, des personnes qui joueront ensuite sur les plus grandes scènes du monde, puisque c'est le cas, de quoi ils ont besoin et qu'est-ce que vous leur apportez ? Alors, ils ont besoin, comme vous le voyez à l'image, encore quelques rencontres avec des très grands musiciens. Là, ils sont à ce moment-là en masterclass avec Mathieu Herzog du Quatuor Eben. Donc, ils profitent encore comme ça d'une série de masterclass qu'on organise à Paris avec les plus grands interprètes de musique de chambre du monde et de toutes les générations. Donc, il y a cette mise en place de ce compagnonnage. Et puis, au-delà du perfectionnement musical, ils ont un accompagnement, on va dire, plus structurel. C'est-à-dire qu'on les aide à prendre connaissance et à développer des compétences dans l'entièreté l'environnement de cet écosystème pas qui que entoure, l'instrument, mais tout. Voilà. Pas que la scène, tout ce qu'il y a autour. Il faut des cours de droit, il faut des cours, il faut connaître un peu ses contrats, voilà, il faut connaître exactement, un peu tout ça. Il faut connaître ses contrats, il faut connaître ses droits de musicien, d'interprète, il faut savoir comment on discute avec un agent, avec un programmateur, toutes ces petites notions qu'on n'apprend pas dans les conservatoires qui sont concentrées sur la performance artistique. Donc c'est une école pour accompagner les talents et les faire pousser le plus haut possible. C'est bien ça. C'est une école pour leur donner une boîte à outils et pour qu'ensuite, eux puissent construire eux-mêmes leur chemin. J'ai vu, c'est des chiffres qui sont effectivement assez impressionnants parce que musicalement, ce sont des niches, il y a des passionnés de quartet. 65 concerts,
il y a eu 3 festivals, 28 partenaires de diffusion, 119 actions culturelles en une année. Vous avez été créé quand, Pro Quartet ? En 1987. Donc ça fait combien d'artistes vous avez calculé avant de venir nous voir ? Non, pas du tout. J'aurais pu, mais ça en fait quelques milliers, assurément. Et dans tous les cas, parmi les plus grands pour votre public spécialiste. Et qui n'oublieront jamais Pro Quartet. Qui n'oublient jamais Pro Quartet, parce que parmi les plus anciens qui ont connu Pro Quartet au début, maintenant ils reviennent toujours très volontiers pour des masterclass, des rencontres, des témoignages de grands témoins, le compagnonnage qui est si important à nos yeux. On parle beaucoup de CFA, d'apprentissage, de structure éducative. Comment ça se passe ? On pousse la porte ? Pro Quartet, c'est un lieu, on s'y assoit, on y dort, on y mange, on y apprend. Comment ça marche ? C'est comme une école ? Alors non, c'est pas comme une école, c'est pas une formation diplômante. Pro Quartet, on y postule. Il y a une sélection européenne. Oui, parce qu'on accompagne à temps plein que 10 ensembles par an. Et pour des résidences de 2 ans. Et alors après, concrètement, il n'y a pas un bâtiment dans lequel vous entrez et vous êtes à Pro Quartet. Ce sont uniquement des bureaux administratifs. En revanche, on a développé suffisamment de partenariats pour les accueillir parfois sur une semaine dans un lieu pour travailler sur un projet précis de spectacle, de concert. Voilà, les résidences sont ponctuelles parce que ces jeunes musiciens... C'est très liquide comme structure. Exactement, parce que ces musiciens ont déjà un premier pas sur scène. Évidemment. Et donc ne sont pas disponibles comme à l'époque de leurs études. Et en fait, ce que vous nous dites aussi, c'est qu'à ce niveau-là de technicité, ils ont besoin de se retrouver aussi. J'imagine que c'est un lieu de partage, c'est un lieu des moments où aussi on échange des choses. C'est un lieu où moi je cherche depuis mon arrivée en juin 21, j'insiste sur la communauté de musiciens qu'ils doivent former, parce que ces jeunes musiciens de cette génération vont s'accompagner. Voilà, absolument. Ils vont s'accompagner toute leur vie, toute leur carrière. Ils vont se recroiser dans des festivals pour des enregistrements. Et donc, je trouve que c'est très important de faire corps dès le début. Et vous, comment vous définiriez, au-delà de votre titre juridique, vous êtes directrice de Pro Quartet, mais comment vous définiriez ? Parce que c'est au carrefour de 1000 choses, en fait. C'est quoi ? C'est la nounou, c'est l'écoute, c'est celle qui est capable de taper du poing sur la table, de rectifier un contrat. C'est quoi ? Je fais un peu tout ça. Alors, c'est déjà une disponibilité assez énorme pour eux tous, dont ils usent et abusent avec mon autorisation. Je suis au Japon, j'ai un problème. Exactement, par exemple. Mais oui, je me mets à leur disposition pour que chacune de leurs difficultés devienne la problématique qu'on traite en équipe et qu'on les sorte de leurs problématiques ou de leurs difficultés du moment. Donc on sait tout faire ou on essaye de tout faire, et quand on ne sait pas faire, on cherche pour et avec eux. Je vais être un peu abrupte, mais on est une entreprise, une émission qui parle des entreprises. Vous êtes une entreprise. Comment ça se passe ? Vous prenez une quote-part comme les agents, le fameux 10% sur leur gain. Comment ça marche ? Non, parce qu'on est une association, vous l'avez précisé au début, et on est une association d'intérêt général, et on reçoit notamment des subventions de l'État, de collectivités territoriales pour une partie de notre mission. Et ensuite, on a développé un cercle de partenaires, de mécènes, qui est très actif et qui nous permet de réunir ce budget qui est d'environ 1,2 million pour pouvoir monter nos opérations. Donc ça ne ressemble pas tout à fait, puisque je le comparais en préparant l'émission aux écrivains en résidence, puisque là, en l'occurrence, c'est un lieu de vie presque monacal pour certains. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. L'idée de la résidence, c'est on emploie cette expression parce que pendant 2 ans, on s'occupe d'eux à 100%, mais ils ont bien d'autres activités et on ne les a pas avec nous au bureau. Vous, le rêve que vous portez quand vous accueillez, après avoir fait une sélection draconienne, il y a quoi ? Il y a un oral ? Il faut qu'ils jouent devant vous, quoi. Comment ça se passe ? Comme c'est une sélection européenne, c'est une candidature, ils nous envoient une vidéo, une présentation. Pardonnez-moi, une petite vidéo où ils se présentent, une petite lettre d'intention qui n'est pas une lettre de motivation exactement, mais pour voir comment eux posent des mots sur leurs besoins et leur état du moment et vers où ils souhaitent aller. C'est l'unique structure qui existe dans ce domaine, on est bien d'accord. Absolument. J'ai fait du benchmark. Pro Quartet est unique en son genre. Est unique en son genre, en France, en Europe, et est très envié partout dans le monde. Oui, c'est un modèle incroyable. Que dans la musique à cordes et les trios avec piano, vous ne dites pas, tiens, je vais me lancer dans le rock, je vais me lancer dans le heavy metal. Non, moi je me vous taquine un peu. Non, mais vous pouvez parce que mes goûts personnels ne se portent principalement sur la musique classique, mais vous êtes ouverte. Je suis très fan aussi d'un groupe comme 52 ou d'autres musiques électro. Voilà, je suis une fidèle de plein de festivals, mais non, nous, notre spécificité, parce qu'il y a une singularité dans la musique de chambre, on se consacre à la musique de chambre.
Pro Quartet, un moment original aussi pour parler de l'emploi, et non pas de l'insertion, mais l'évolution de talent, parce qu'en fait c'est de ça dont il est question. Merci Charlotte Bartissol d'être venue nous rendre visite, directrice du Centre européen de musique. Européen, c'est important parce que c'est aussi toutes ces cultures européennes qui se rencontrent, de chambre. Pro Quartet, merci de nous avoir rendu visite. Merci. Notre rubrique, les entreprises s'engagent, c'est comme chaque semaine. À la rencontre, vous allez le voir, d'un partenaire, cette fois-ci du réseau de la communauté des entreprises s'engagent, et on accueille l'invité juste après le jingle. Les entreprises s'engagent comme chaque semaine pour donner la parole à des associations, à des entreprises engagées dans l'insertion, dans l'emploi des jeunes. Et on accueille aujourd'hui Yann Tanguy. Bonjour Yann. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Directeur délégué les entreprises pour la Cité. Alors peut-être avez-vous entendu parler il y a quelque temps d'IMS, Entreprendre pour la Cité. Là, ce nom aujourd'hui, les entreprises de la Cité. D'abord, un petit mot quand même sur la structure. C'est assez intéressant parce que Claude Bébéar était quand même un homme extrêmement prolifique parce qu'il l'a créé en 86. En 86. Alors, c'est des entreprises pour la Cité. Et Claude Bébéar s'est entouré de plusieurs dirigeants d'entreprises au début des années 80 pour créer cette association. Et c'est vrai que c'était très pionnier et novateur. À l'époque, on ne parlait pas de RSE, on ne parlait pas de raison d'être. Il parlait d'innovation sociale à l'époque. On parlait d'innovation sociale, on en parle encore. On ne parlait pas encore d'entreprise à mission, mais vraiment c'était l'ambition de ces dirigeants à l'époque de considérer que leur collectif d'entreprise avait un rôle social et sociétal à jouer et pas seulement un rôle économique. C'était très précurseur à l'époque de dire qu'une entreprise n'était pas là que pour créer de la valeur, mais qu'elle avait aussi une action sociale et sociétale. C'était ça l'enjeu. La valeur économique et de la valeur sociale. Un mot sur ce Tour de France de la diversité et un mot aussi sur le lien que vous entretenez avec les entreprises s'engagent. Parce que la plupart de nos invités sont des membres, ils ont signé la charte. Vous êtes partenaire, ça c'est intéressant parce que quelque part, vous avez beaucoup de points communs avec la structure des entreprises qui s'engagent. Alors nous, en tant qu'association, on est partenaire des entreprises s'engagent. C'est un partenariat très intéressant et aussi un très bon signal. On pourrait penser qu'il y a beaucoup de réseaux d'entreprises qui font la même chose. En fait, on a des actions très complémentaires. Et aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que le jeu de la coopération entre les acteurs est vraiment très efficace, entre acteurs publics, associations et entreprises. C'est un travail de synergie que vous menez avec eux. Absolument. Et avec les entreprises s'engagent, le but, c'est d'aller dans les territoires grâce à leurs clubs départementaux. C'est ça. Partout en France. Et de sensibiliser toutes les entreprises des territoires aux enjeux de diversité, d'inclusion et de non-discrimination. Les 3 champs de compétences, arrêtez-moi si je me trompe, l'éducation, l'inclusion numérique, l'emploi et la diversité en entreprise et le mécénat et l'engagement citoyen. C'est un vaste champ d'investigation, vous le directeur délégué. C'est vrai. Et vos équipes, évidemment. C'est vrai, depuis toujours, les entreprises pour la Cité sont tournées vers les thèmes de l'inclusion et de la diversité. Le mécénat, c'est un outil très intéressant pour les entreprises pour prolonger leur engagement. On parle souvent de diversité en interne. Les entreprises peuvent faire aussi beaucoup de choses, et elles le font, en prolongeant leur engagement avec du mécénat. Yann, c'est important quand même sur votre structure, les entreprises pour la Cité. Très concrètement, ça se décline comment ? C'est-à-dire que vous apportez quoi ? Des boîtes à outils, vous faites des conférences, vous les accompagnez, vous les éclairez. Comment ça marche ? C'est un peu tout ça. On a, je dirais, trois bras. Le premier, c'est ce qu'on appelle la vie de réseau. Tout simplement, on est un réseau d'entreprises et donc on fédère ce réseau autour d'actions, d'événements tout au long de l'année qui permettent à nos membres d'échanger leurs pratiques. Je dirais que c'est quasiment le plus important. On a des membres qui font des choses super. Et c'est l'échange, dire voilà, je fais ça voilà. Et c'est bon. Inspirez-vous de ce qu'on fait. On crée des outils de sensibilisation. Cette année, on a innové avec tout simplement des films d'animation qui mettent
en scène des situations de discrimination, de stéréotypes. On en a produit un sur le handicap invisible, dont on parle pas assez. L'année dernière, c'est Erreur 404. On le trouve facilement sur les gros moteurs de recherche. Erreur 404, c'est ce qu'on trouve quand on fait une mauvaise manip. Et pouf, Erreur 404. Alors, Erreur 404, les entreprises pour la citer, vous tombez sur ce petit film d'animation. Ouais, puis il faut vulgariser ce sujet, en fait. On vulgarise le sujet, c'est très important parce que quand il arrive que des signataires de la charte nous disent bon, bah, nous, on signe la charte parce que c'est normal, on est un acteur engagé en matière de diversité, mais chez nous, c'est pas un sujet. En fait, on souhaite décaler un peu le propos, la vision, pour qu'ils se rendent compte à travers ces films d'animation que c'est aussi un sujet. L'emploi et la diversité en entreprise, vous l'avez évoqué, mais concrètement, votre réseau, c'est quoi? Les membres, 140 membres? On est 140 membres. Donc c'est bien moins volumineux, évidemment, que le réseau des entreprises qui s'engagent, nous sommes d'accord? Absolument. Vous pouvez travailler plus finement, j'imagine. On n'a pas tout à fait la même vocation. Les entreprises s'engagent, pour moi, c'est vraiment le symbole du fait que l'engagement des entreprises est devenu une politique publique. Autre très bon signal. Nous, on s'insère dans ce mouvement aujourd'hui, même si on est beaucoup plus ancien, pour travailler plus finement avec nos adhérents, parce qu'on a un nombre beaucoup plus réduit d'entreprises, et puis travailler ce qu'on appelle le passage à l'action, c'est-à-dire très concrètement, les entreprises s'engagent, sèment la graine, sensibilisent, informent. Et vous la faites pousser. On souhaite faire ça, ouais, c'est la complémentarité qu'on trouve. Il y avait beaucoup de dates de ce Tour de France de la diversité, je voudrais quand même le dire, parce que ça ne se passe pas qu'à Paris, c'est important, c'est tous les territoires, votre structure en tout cas. On est aujourd'hui, il y aura Paris en octobre, on est bien d'accord, ça c'est la dernière date qui nous reste. C'est l'étape de clôture. C'est la clôture. Il se passera quoi? C'est quoi l'idée? C'est de rassembler le réseau? C'est de montrer ce que vous avez fait? Absolument, c'est de faire une synthèse aussi de tout ce qu'on a vu sur les territoires, 10 villes, 10 étapes. Dont une étape hors hexagone. Exact, Pointe-à-Pitre. À Pointe-à-Pitre. Et l'idée, c'était l'idée maîtresse pour tout ce tour, c'est de parler de la lutte contre les discriminations et de réunir autour de la table les acteurs publics, associatifs, encore une fois entreprises, pour croiser les vues, la compréhension qu'on a de ces sujets. La sémantique est très importante. Parfois, on parle de diversité, on parle de non-discrimination, on parle d'inclusion. Il faut bien être conscient de ce qu'on a envie de mettre en œuvre et les moyens qu'on souhaite y consacrer. Les mots ont un sens, et avec un focus sur la neurodiversité, qui est un sujet très important que vous avez porté, je crois, autour de ce Tour de France, à l'occasion de ce Tour de France. Alors, c'est un nouveau sujet, la neurodiversité, mais oui, c'est un sujet qu'on aborde aussi sous l'angle de la santé mentale en entreprise. Qu'on a traité d'ailleurs sur ce plateau et qu'on retraitera, parce que c'est important, ce sujet de la neurodiversité. Merci Yann Tanguy d'être venu nous rendre visite. On se retrouvera à Paris. Vous revenez peut-être avant la clôture, je crois que c'est le 19 octobre. Je ne sais pas si la date a été fixée encore. Pas encore. Octobre 2023, on est d'accord. Octobre 2023, ça sera cette année en octobre. On prépare un bel événement. Merci Yann, directeur délégué Les Entreprises pour la Cité. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci. Évidemment, vous êtes là, vous, le partenaire, l'un des partenaires des entreprises s'engage. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et on va s'intéresser évidemment à notre cercle RH. On va parler du métier des ETI, ces belles entreprises, souvent industrielles d'ailleurs. On n'en parle pas assez. Ben justement, focus sur les ETI. Ça sera un grand entretien dans le cercle RH. Le cercle RH pour parler des ETI qui sont la plupart du temps de très belles entreprises, des pépites françaises, industrielles souvent. Et on en parle parce que ces ETI, on n'en parle pas suffisamment. On parle des très grandes entreprises du CAC, parfois des toutes petites entreprises, mais les ETI sont un peu les enfants pauvres. Et on va en parler sur ce plateau à travers une personnalité évidemment qui incarne ces ETI. Olivier Schiller, ravi de vous accueillir sur le plateau de Smart Job. Président de Septodon, pour tous ceux qui sont allés chez le dentiste, et je fais partie de cela, vous fabriquez, laboratoire pharmaceutique, les anesthésiants pour les dents. Absolument, c'est grâce à nous que vous n'aviez pas mal aux dents quand vous êtes chez le dentiste. Oui, et que je sors pendant 3 heures sans pouvoir m'exprimer. Ça, c'est votre métier. C'est une entreprise familiale créée en 1932 par vos grands-parents. Et vous êtes ici avec nous aussi pour tant parler de votre histoire entrepreneuriale, mais vous êtes le vice-président du METI, qui est le réseau des ETI françaises. D'abord, un petit mot sur le regard que vous portez sur votre
votre entreprise qui est une ETI, vous le dites, j'irai dans les dîners en ville, vous le dites quand j'ai une ETI ou vous dites j'ai une entreprise? Non, je mets en avant notre taille d'entreprise, ETI, comme vous l'avez dit, les ETI, c'est plus grand que les PME, c'est plus petit que les grands groupes. Les chiffres, c'est quoi pour une ETI? On est défini ETI à partir de combien? Alors c'est entre 250 salariés et 5000 salariés. On représente 25% de l'emploi en France, 33% des emplois industriels, donc on est plus industrialisé que Clairement. les autres entreprises, et nous contribuons également beaucoup à l'exportation, donc à l'équilibre du commerce extérieur. Vous, en tant qu'entrepreneur, à la tête d'une ETI, des entreprises en France, des entreprises à l'international, je voudrais quand même le dire, parce que c'est toujours intéressant quand une entreprise française signe avec des géants pharmaceutiques. Vous avez signé avec Moderna très récemment, ça se passera au Canada, je crois, et c'est vous qui allez mettre les vaccins dans les pots. Tout à fait. Le gouvernement canadien a pris acte au moment de la crise du Covid, de la pandémie, qui n'était pas autosuffisant dans la production des vaccins. Donc ils ont mis en place un programme ambitieux pour acquérir cette souveraineté sanitaire. Et ils nous ont choisi comme partenaire pour notre usine de Toronto, à côté de Toronto, à Cambridge, dans l'Ontario, pour qu'on nous aussi investir dans un système de remplissage de seringues et puis de flacons. Et ensuite, nous avons été mis en relation avec Moderna et nous allons maintenant remplir effectivement soit les vaccins pour une future pandémie, soit n'importe quel produit mis au point par Moderna, d'abord pour le Canada. Les ETI que vous incarnez sont à la fois en grande partie 33% industrielles et souvent, pas toutes, des entreprises familiales ou d'origine familiale. Ça aussi, c'est une particularité de nos ETI. Oui, c'est quelque chose de très important, parce qu'un actionnariat familial garantit la durée, si vous voulez. Nous, notre horizon, c'est pas 5 ans comme si l'actionnaire, c'était un fonds de private equity qui voulait sortir au bout de 5 ans. C'est pas les next quarterly earnings, si les entreprises cotées regardent l'évolution du cours de bourse de 3 mois en 3 mois. C'est ça. Nous, vraiment, c'est le long terme, c'est la prochaine génération. Stabilité. Puis aussi, nous sommes très fidèles aux territoires sur lesquels nous sommes implantés. Nous avons 2 usines, une à Saint-Maur-des-Fossés, une à Mazamet dans le Tarn, et nous continuons à investir sur ces sites, même si nous investissons aussi beaucoup à l'étranger. Pour juste vous donner un chiffre, ou 2 chiffres, aujourd'hui, notre chiffre d'affaires hors de France représente plus de 90%. On fait à peu près 7% de notre chiffre d'affaires en France. Pourtant, nous avons en France 40% de nos actifs industriels et 40% de nos salariés. Donc on contribue vraiment à la réindustrialisation du pays. À la fois, les entreprises sont dans des territoires, donc sont en France, puisqu'on parle beaucoup de réindustrialisation. Ouais. Les ETI ont leur part à prendre et leur mot à dire. Un mot quand même, j'ai vu que les ETI, et vous faites partie du métier, vous en êtes le vice-président, trouvait que le gouvernement ne vous entendait pas assez sur notamment les transformations écologiques. On nous parle de l'industrie 4.0, on nous évoque l'idée qu'il faut transformer notre économie. Vous êtes un acteur. Est-ce qu'on vous écoute assez sur ces sujets? Parce que vous avez quelques revendications, notamment fiscales. Alors, le gouvernement est extrêmement à l'écoute. Nous avons été voir le conseiller du président de la République en 2019, non pas pour revendiquer, mais pour prendre acte de toutes les avancées qui avaient été faites en matière fiscale, en matière droit du travail. Et nous avons proposé de contribuer à la réindustrialisation du pays à travers nos entreprises. C'est comme ça qu'est née la stratégie Nation ETI. J'ai été nommé ambassadeur aux ETI par le président de la République, avec une co-ambassadrice donc, qui était issue de l'administration. Et nous avons déployé ce qu'on a appelé la stratégie Nation ETI. Donc avec l'appui de la ministre de l'époque, Agnès Pannier-Runacher, Bruno Le Maire, et donc du gouvernement dans son ensemble. Ça aboutit à quoi concrètement, cette action d'évangélisation? Eh bien justement, ça a contribué à... Nous avons créé des clubs ETI dans chaque région, un petit peu sur le modèle du Mittelstand en Allemagne. Maintenant, le développement économique donc sont les régions qui en sont responsables. Donc on a créé des clubs ETI dans à peu près toutes les régions françaises. On a travaillé avec le gouvernement pour développer, porter à la connaissance des entreprises et développer toutes les aides à l'internationalisation, à l'innovation, etc. Nous avons travaillé sur la transmission, justement, à travers la loi Pacte. Nous avons aussi convaincu le gouvernement de la nécessité de baisser les taxes de production. Elles ont baissé? Alors, elles ont baissé de façon importante, puisqu'il nous, on a chiffré l'écart entre les taxes de production en France et dans les pays qui nous entourent à peu près à 75 milliards. Et aujourd'hui, dans le cadre du plan de relance post-Covid, elles ont baissé de 10 milliards. Et maintenant, la CVAE est divisée par 2 sur 2 ans. Donc, ça représente 30 milliards. Donc,
il faut reconnaître les efforts importants du gouvernement en faveur des entreprises, mais comme vous l'avez dit maintenant, on a devant nous un mur d'investissement pour réussir notre transition environnementale. Et donc, pour ça, il faut qu'on soit à armes égales avec les entreprises européennes qui nous entourent. Pour ça, il faut continuer les mesures qui ont été prises. Concrètement, les besoins des ETI, vous venez de l'évoquer, c'est aussi l'accompagnement à l'exportation. Ces entreprises qui sont souvent des pépites, technologiquement ce sont des pépites, elles sont parfois un peu en difficulté dans l'accompagnement. Qui sont vos interlocuteurs, vous ETI et vous-même d'ailleurs, pour être le plus armé face à des mastodontes comme la Chine, les États-Unis, l'Inde? Comment on fait? Qui vous accompagne sur ces sujets? Alors aujourd'hui, il y a 2 agences étatiques qui accompagnent les entreprises, la BPI, la Banque publique d'investissement, et Business France. Et il y a à la fois des incitations, je dirais, des subventions, mais elles intéressent plus les PME que les ETI. Et sinon, ces agences contribuent effectivement par la connaissance des marchés, par leur introduction auprès des différentes administrations. Moi, j'ai eu la chance d'accompagner le président Macron en Chine en 2019. Avec Business France, j'ai pu rencontrer un certain nombre d'acteurs et ça a contribué à accélérer notre développement en Chine. C'est ça parfois qui manque aux ETI, à la différence des très grandes entreprises du CAC qui sont souvent des vitrines, des marques. Les ETI ne bénéficient pas de cette image de marque. Ce sont des industries souvent en deuxième rideau. En termes d'image et en termes de visibilité, elles n'ont pas cette puissance de feu qu'ont les entreprises du CAC 40. Alors, l'image des entreprises françaises est excellente à l'étranger. Entreprises françaises, clairement. Donc, quand on va à je parlais de marque, vraiment de marque. Alors, en fait, beaucoup de marchés sont des marchés de niche. Donc, si vous demandez à un Chinois, vous connaissez Septodon, il va vous dire non. Mais vous demandez à un Chinois, un dentiste chinois, est-ce que vous connaissez Septodon? Là, ils connaissent. Donc, c'est une stratégie de marque. Ce qu'on fait moins en France par rapport aux Allemands, par exemple, c'est une stratégie de chasser en meute. Chasser en meute. Nous, on préfère y aller seul. Y aller, je dirais, d'une façon plus autonome. Ce sont deux modèles différents. BPI et France Stratégie. Non, Business France. Business France. Donc ça, ce sont des acteurs étatiques qui viennent aussi préparer vos dossiers, vous accompagner, vous donner des clés, des codes, parce que c'est important aussi quand on va dans un pays... Alors, il y a une partie étude de marché, si vous voulez, comment est-ce que les marchés évoluent, etc. Donc, ils le font à des conditions qui sont tout à fait compétitives et pertinentes. Et ensuite, il y a un accompagnement sur place quand il faut trouver un salarié, un avocat, etc. Donc, c'est un accompagnement global. Vous évoquez les Allemands. Je fais ce métier depuis longtemps et souvent, sur les plateaux de télévision, on nous comparait le modèle allemand des ETI en disant c'est ce modèle-là, avec des régions puissantes, des entreprises de taille intermédiaire très puissantes, et vous rajoutiez, ils chassent en meute. C'est-à-dire qu'ils ont des vraies stratégies commerciales que nous n'aurions pas. Le modèle est différent. Nous, on est plus individualistes, nous Français, mais je pense que ce serait une erreur de vouloir plaquer le modèle allemand sur la France. Non, je pense que ce qu'il faut, il y a quand même des différences entre l'Allemagne et puis la France, on en a parlé. Il y a la fiscalité qui est beaucoup plus importante, les taxes de production sont beaucoup plus importantes en France qu'en Allemagne. Donc elles ont baissé, mais pas suffisamment. Il y a aussi la transmission. Aujourd'hui, il y a des dispositifs qui permettent d'avoir une transmission moins importante pour une entreprise que pour un immeuble, par exemple. Mais en Allemagne, c'est gratuit. Alors qu'en France, ça coûte quand même des sommes importantes et il faut 5 années de bénéfices à peu près pour une entreprise pour payer les droits de succession. Et ces sommes, ces dividendes qui sont distribués, il ne faut pas rester dans l'entreprise pour être investi, pour acheter des nouvelles machines, construire de nouvelles usines. Donc il y a aussi au plan charge sociale. On a des charges sociales qui aujourd'hui sont compétitives pour les bas salaires, mais quand on veut s'internationaliser, quand on veut envoyer des cadres supérieurs à l'étranger, quand on veut faire de la recherche, on paye plus cher les charges sociales en France. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on est au milieu du gué. On a, pour répondre à votre question initiale, un gouvernement qui nous écoute, mais il faut continuer la démarche qui a été entreprise. Donc ça veut dire, et je vois votre prudence, vous dites des choses ont été faites, on ne va pas tout jeter, des choses ont été faites.
quoi, il faut un choc fiscal réellement sur les entreprises, et j'ai envie de dire en particulier, puisqu'on parle beaucoup de réindustrialiser ou de maintenir l'industrie en France, sur les entreprises industrielles. Vous savez, une des raisons pour lesquelles on a eu l'écoute des pouvoirs publics en 2019, on était en pleine crise des gilets jaunes. Et la crise des gilets jaunes, on peut vraiment l'associer à la désindustrialisation du pays. Il y a des territoires entiers où il n'y a plus d'activité économique, il n'y a plus de services publics, il n'y a plus rien. La prise de conscience a eu lieu là. Oui, je pense. Et si on va en Allemagne, en Italie, où il y a 2 fois plus de TI qu'en France, eh ben, on voit au contraire que les petits villages, les territoires... Et des balances commerciales positives. Et des balances commerciales positives. Donc c'est pour ça qu'il est absolument indispensable, si on veut à la fois irriguer les territoires et puis arriver à une balance du commerce extérieur, donc favoriser l'émergence de plus de TI sur notre territoire français. Avant de nous quitter, il nous reste un petit peu de temps, Olivier Schiller, quand même 2 sujets qui sont au cœur de nos préoccupations dans Smart Job, le recrutement, la qualité du recrutement et le recrutement. Comment ça se passe ? D'un point de vue pragmatique, vous accélérez. J'ai vu qu'il y avait du recrutement chez vous. Bien sûr, oui, on recrute. On a au niveau du groupe 200 postes ouverts aujourd'hui. Alors, 200 postes ouverts, ça ne veut pas dire qu'ils sont pourvus, on est d'accord. Absolument. Vous en êtes où ? Comment ça se passe ? Alors, c'est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus difficile de recruter, parce que le chômage baisse. On s'en félicite évidemment. Et les baby-boomers partent à la retraite. Les baby-boomers partent à la retraite. Il y a malheureusement une partie de la population qu'on a beaucoup de mal à intégrer dans l'entreprise. Alors, on essaie de faire beaucoup aussi de nous ouvrir sur Septodon est dans un quartier politique de la ville. Donc, on essaye aussi de recruter des habitants de ce quartier. Mais ça se fait de façon pas très importante encore aujourd'hui, malheureusement. Voilà. Donc c'est vrai qu'il est difficile aujourd'hui de recruter. Il faut déployer beaucoup d'énergie pour conserver ses salariés, faut qu'ils soient bien dans l'entreprise. Alors le seul élément un petit peu optimiste, c'est au Canada, c'est bien pire qu'en France, parce qu'au Canada, il y a 3% de chômage, donc c'est encore plus difficile. C'est un vrai problème mondial. Chaque salarié est une pépite, en fait. Ah, voilà, absolument. Il faut le cocooner, il faut vraiment traiter de la façon la plus efficace possible les salariés, à la fois pour qu'ils se sentent bien dans l'entreprise et puis leur donner des perspectives d'évolution. J'ai vu que vous aviez été militaire par ailleurs, je ne l'ai pas précisé, c'est ça ? Vous avez été dans la marine. Mon service militaire, ça ne me rajeunit pas. Mais je fais ce lien parce qu'il y a toujours cette espèce de filiation de chefs d'entreprise qui ont un regard un peu panoramique à travers leur carrière et leur expérience. Est-ce que vous, à la tête de votre TI, vous dites on est en train de vivre une révolution ? Vous évoquez le cocooning des salariés, on évoque aussi le MEDEF, le repousse, mais la semaine des 4 jours, et un certain nombre de sujets. Est-ce que vous dites faut prendre le train parce que le monde bascule là ? Alors le monde est en perpétuelle évolution, donc il faut faire preuve. À la fois il faut bâtir une stratégie, mais en même temps il faut être très agile. Et effectivement, depuis le Covid, nous on propose 2 jours par semaine de télétravail, ce que font beaucoup d'entreprises. Le monde évolue, la digitalisation. Au Canada aussi, il y a le télétravail, vous qui avez exactement pareil pour les salariés qui peuvent le faire, ceux qui sont en production. Ceux qui sont en production, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Bon, mais oui, vous avez raison. Le monde demain sera complètement différent. Mais vous, ça déroute quand même le réseau du métier. Quand vous parlez entre vous et que vous vous réunissez, vous faites des partages d'expériences, vous échangez sur vos vies de chef d'entreprise. C'est quand même une sacrée révolution quand même. C'est quelque chose de, j'ai envie de dire, du jamais vu pour un certain nombre d'entre nous. Mais vous voyez, tout événement a des conséquences négatives et positives. On va prendre le Covid. Le Covid nous a frappé de façon très dure. On a baissé notre chiffre d'affaires de 20%. Ça n'était jamais arrivé. Et puis en même temps, opportunité avec Moderna. C'est vrai. Donc dans chaque situation difficile, il y a des opportunités et il faut justement pouvoir être agile et puis bénéficier de toutes ces opportunités. On a entendu votre message. Il faut continuer à travailler sur la fiscalité et l'accompagnement des ETI, sur la réindustrialisation. Vous dites, là aussi, du chemin a été fait, ou on est un peu dans la com et assez peu dans les actes ? Alors, c'est extrêmement... Il y a un aspect schizophrénique, si vous voulez. On baisse les taxes de production, on essaie de simplifier un petit peu, et puis on met des règles comme la zéro artificialisation nette, qui rend très difficile la création de nouvelles industries. Et ça, vous le réclamez, Alors, pour monter des sites. C'est une situation absurde. Donc aujourd'hui, on ne peut. C'est très difficile maintenant. C'est plus difficile de créer des nouvelles usines en France. Donc on va les créer où ? On va les créer en Allemagne. Et on va les créer en Allemagne où l'électricité est fabriquée à base de charbon. Donc pour des raisons environnementales, on va utiliser de l'électricité plus carbonée que l'électricité moins carbonée. Au nom de l'artificialisation des sols. Voilà. On est bien d'accord. Et ça, et ça, c'est quelque chose qui peut se comprendre sur des territoires où il y a déjà beaucoup d'artificialisation.
Mais sur des territoires qui sont où il y a très peu d'activité, ça ne fait pas de sens. Si vous voulez, au contraire, il faudrait laisser des entreprises créer des emplois sur place. Et voilà. Donc il y a une approche parfois un peu trop dogmatique de ces questions, donc un peu de bon sens, de pragmatisme, je pense, nous permettrait d'être beaucoup plus efficace. Et un tout dernier mot avant de nous quitter, vous avez beaucoup parlé des ETI et vous êtes le représentant et vice-président du Métis sur le débat de la transmission. Et vous, Olivier Schiller, vous avez trouvé votre repreneur? Est-ce que votre fils, votre fille vont continuer à faire vivre la saga Schiller autour de Septodon ou pas? Alors, au niveau de l'actionnariat, nous avons bénéficié du pacte du trade, donc j'ai transmis une partie importante des actions déjà à la prochaine génération. Nous avons 5 enfants. Personne n'est dans l'entreprise aujourd'hui. Il y en a qui sont étudiants, d'autres font autre chose. Mais ils s'y préparent. Mais ceci dit, il y a un modèle qui fonctionne très bien. Vous pouvez très bien avoir un directeur général, un CEO qui soit extérieur à la famille. Et un conseil d'administration. Et un conseil d'administration familiale qui va pérenniser les valeurs de l'entreprise familiale. Les valeurs, d'ailleurs, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis, vos grands-parents, juste avant de nous quitter? Parce que c'est quand même important de dire qu'on transmet des choses quand on est dans une entreprise familiale. Qu'est-ce qu'ils vous ont donné? Alors, nous, on a la chance d'intervenir dans le domaine de la santé. Oui. Donc, la première valeur, c'est de contribuer à la médecine dentaire. On sait que la médecine dentaire, aujourd'hui, est importante parce qu'on a fait un lien très précis entre les maladies bucco-dentaires et les maladies du corps de façon plus générale. On retrouve les germes des gencives, des maladies parodontales dans le cœur. Et si on n'a pas une bonne hygiène bucco-dentaire, ça peut générer du diabète, ça peut générer des AVC, enfin, toutes sortes de maladies. Donc, on contribue modestement à notre niveau à la santé des hommes et des femmes. C'est général d'ailleurs. Et on en est très fiers. Donc voilà. Et puis on pense qu'on doit aussi rendre à notre environnement ce que l'environnement nous a donné. Environnement au sens, je vous ai expliqué que Septodon était sur un quartier politique de la ville à Saint-Maur. Et donc on essaie aussi de contribuer à l'intégration des habitants des quartiers où nous sommes installés dans la vie économique. Pas à pas. Merci Olivier Schiller d'être venu nous rendre visite. Vous avez partagé votre passion, votre engagement aussi aux côtés des ETI parce que vous êtes le vice-président du METIC et ce réseau des entreprises de taille intermédiaire, 250 à 5000 collaborateurs. Exactement. Combien de collaborateurs, vous ne l'avez pas dit? 2200. 2200, vous êtes juste au milieu. Oui, vous êtes en plein milieu. Merci Olivier Schiller et président de l'entreprise Septodon qui a signé d'ailleurs un contrat avec Moderna, il faut le préciser, Cocorico. Merci de nous avoir rendu visite. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Le recrutement, c'est un casse-tête. On en parle avec notre invité, Laurent Arnaud. Fenêtre sur l'emploi, le fameux marché caché de l'emploi. Et on accueille Laurent Arnaud. Bonjour Laurent. Bonjour. Ravi de vous accueillir, cofondateur de Je ne suis pas un CV. Hashtag, hein? Oui, c'est ça, je ne suis pas un CV, exactement. Un petit mot sur votre parcours, parce que quand vous étiez venu la dernière fois, on avait beaucoup parlé évidemment de cette idée de ne pas forcément se faire recruter sur CV, mais vous avez quand même un parcours très original à travers l'Olympique lyonnais. Oui. J'imagine qu'une petite larme a coulé quand Jean-Michel Aulas a fait ses adieux. Il y a eu beaucoup de gens et vous étiez très proche de lui. Oui, c'est lui qui m'a fait confiance. C'est lui qui m'a permis d'intégrer l'Olympique lyonnais pour créer une fondation, et puis après prendre la RSA. Et c'est lui qui m'a permis aussi de développer Je ne suis pas un CV, parce que l'Olympique lyonnais est encore mon associé aujourd'hui dans cette aventure entrepreneuriale. Mais c'est ça que je voulais entendre, parce qu'à travers ce que vous avez découvert dans vos aventures à l'Olympique lyonnais, vous vous êtes dit, mais on ne peut plus recruter de la même manière. Il faut arrêter ce truc où un CV, je le regarde, je le mets à la poubelle, ça ne marche plus. C'est ça le constat que vous avez fait. Mais il y avait quelque chose qui était frappant, c'est qu'on organisait des job dating tous les 15 jours. Et au stade, c'est ça, hein? Oui, au stade. Et à chaque fois que les recruteurs venaient au job dating, ils nous témoignaient des pires difficultés qu'ils avaient pour recruter. Et ils en sortaient en me disant, tiens, c'est marrant. Oui, c'était entre 2016 et 2019, c'était tendu déjà. Et ils sortaient de ce job dating en me disant, tiens, c'est marrant, si j'avais eu le CV de cette personne-là entre les mains, peut-être que je ne l'aurais jamais rencontré. Et pour autant, j'ai découvert une personne qui est super. Évidemment. Et qui m'a donné envie d'avancer. Et on s'est dit, comment dans un marché de l'emploi tendu, les entreprises peuvent laisser autant de potentiel passer entre les mailles de leur filet. Et ça, c'était votre problématique de je ne suis pas un CV. Ce chiffre, Randstad, 41% des embauches ont été réalisées sur le marché invisible en 2020. Ouais. Vous qui avez une expertise sur ce sujet, le marché invisible, c'est quoi? C'est tout ce qui n'est pas CV, c'est tout ce qui passe à côté, le réseau, les amis? Le marché invisible, au départ, c'est toutes les opportunités d'emploi qui ne sont pas traitées par le biais de la diffusion d'une offre d'emploi. Donc c'est un moyen pour les entreprises de recruter sans diffuser et faire paraître d'offres d'emploi.
Et aujourd'hui, on est dans un marché qui est particulier, vous le savez, qui est parfois qualifié d'un marché de pénurie de compétences. Et nous, on défend une autre idée, parce que quand on parle de pénurie de compétences, on sous-entend quelque chose avec laquelle je ne suis pas très à l'aise, c'est que les gens ne sont pas compétents. Et nous, on parle d'un marché de pénurie de candidatures, et c'est une vraie différence. Ouais. Il y a de la compétence, mais il y a un problème de candidature, on est d'accord. Et il y a quelque chose qui traduit ça de façon très pragmatique, c'est qu'en 2022, on a eu plus 31% d'offres d'emploi diffusées par les entreprises et moins 51% de candidatures. Et on est bien dans cette logique de pénurie de candidatures où aujourd'hui, les entreprises n'arrivent pas à rencontrer des candidats qui pourraient être amenés à être recrutés. Mais là, vous avez une expertise globale, de par votre expérience olympique, et je ne suis pas un CV, c'est quoi ? Les annonces sont mal rédigées, on s'y prend mal, même si on reste dans un marché classique de l'annonce, du job board, qu'est-ce qui se passe ? Moins 50 et plus 30 d'un côté. Il y a une superbe étude qui a été publiée par Jean Pralon, qui est un professeur à l'OM de Normandie. Qui vient régulièrement sur notre antenne. Je lui demanderai d'en reparler, qui démontre que la raison pour laquelle les gens ne candidatent pas, c'est qu'ils estiment qu'ils ne sont pas légitimes pour postuler. C'est vrai. Et quand on lit une offre d'emploi, on a l'impression qu'il faut cocher des cases. Et quand on ne coche pas toutes les cases, ce qui est somme toute assez logique, on ne postule pas à ces offres d'emploi, et notamment les femmes. Donc le syndrome de l'imposteur ou de l'imposteuse, je crois qu'on peut le dire au féminin, mais ça veut dire que celui qui rédige l'annonce en équipe avec son service RH, quelque part pète les plombs, quoi. Il en met trop sur la fiche. Je crois que surtout on est dans une tendance de fond où on va plus pouvoir faire du recrutement comme avant. C'est-à-dire que le recrutement aujourd'hui, dans un marché qui est très orienté candidat, il incite et il oblige les entreprises à aller au-devant des candidats. On ne peut plus diffuser des offres et attendre les candidatures. On est obligé d'aller au contact. Et c'est comme ça que fonctionne notre plateforme digitale. Elle inverse les rôles. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique où on accompagne les candidats à répondre à des offres d'emploi. Mais de l'autre côté. De l'autre côté, on incite les entreprises à leur pousser des opportunités en leur disant je vous reconnais telle compétence, je vous considère dans l'expression de votre potentiel et votre profil m'intéresse. On plateformise dans le modèle, c'est-à-dire que vous allez vers l'entreprise qui est votre client et vous lui amenez, j'allais dire presque sur un plateau, grâce à Je ne suis pas un CV, les compétences identifiées, on est d'accord. Tout à fait. Pas les candidats, mais les compétences. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on parle de marché caché de l'emploi, c'est que tous les gens qui ont créé leur profil sur Je ne suis pas un CV sont anonymes. Donc, quelque part, ils sont cachés. Et on permet aux entreprises d'accéder à leurs compétences et simplement leurs compétences. Et c'est cette idée-là qu'on vient défendre, c'est de dire, arrêtons de regarder les références des gens, arrêtons de considérer leur potentiel dans le rétroviseur de leurs expériences passées, en imaginant qu'ils sont capables de faire uniquement ce qu'ils ont fait, essayant de s'ouvrir à des profils différents. Et notre approche, elle consiste à décloisonner, à s'ouvrir à des profils différents et à verticaliser, à aller au contact des gens. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, il y a le côté plateforme et on accélère le processus, mais il y a, vous le disiez, et pour conclure, il faut quand même le physique, il faut quand même se voir à un moment donné. C'est d'où l'intérêt des job dating que vous faisiez au stade. Il faut se voir, il faut se regarder, quoi. Et on en avait parlé la dernière fois. En fait, le vrai sujet du recrutement sans CV, c'est un moment très précis qui est le moment de la présélection des candidatures. Bien sûr. Quand un recruteur rencontre un candidat, le CV est très utile. Ça permet de dialoguer, d'échanger et c'est très facile de pouvoir partager des opportunités à ce stade-là. Ce qui bloque dans le marché de l'emploi actuel, c'est que les gens ne se rencontrent pas. Ne se rencontrent pas. Et on ne peut pas avoir d'accroche et même parfois de sympathie régionale, d'accroche sportive. Enfin, il y a 1000 choses qui font qu'on peut parler à quelqu'un. Tout à fait. Merci Laurent Arnaud d'être venu nous faire partager votre engagement, parce que c'est un vrai engagement sur ce sujet. Hashtag Je ne suis pas un CV. Ça marche quand on voit les chiffres que vous nous avez dévoilés et l'étude de Jean Pralon qu'il faut découvrir. Vous êtes le cofondateur de Je ne suis pas un CV. Hashtag. Merci à vous, merci de votre fidélité. Merci à tous nos invités, évidemment, qui viennent sur ce plateau. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pour réaliser cette belle émission. Je remercie Raphaël à la réalisation. Je remercie Thibaut au son. Je remercie l'équipe de programmation, bien entendu, Nicolas Juchat et Alexis qui m'accompagnent dans Smart Job. Merci à vous, merci de votre fidélité. Puis je vous dis à demain pour une nouvelle émission, une nouvelle aventure. Bye bye.